Alors, je vais d'abord faire l'appel. Bertrand Houillon, présent. Frédéric Dulac. Tristan Jacques. Laurence Renard. Roberto Draperon. Émilie Stella. Arnaud Boutier. Absent. Pouvoir à Raymond Bescot. Magali Douce. Jean Tancerel. Eliane Goliot. Brigitte Boucher. Denis Guyard. Raymond Bescot. Yolande Grosbon, absent de pouvoir à Eliane Goliot. Fabienne Belin. Patrick Marquet. Guéry Gondeyer, absent de pouvoir à Slimane Mohala. Denis Vergniaud. Slimane Mohala. Christelle Guillard. Marie-Pierre Striolo, absent de pouvoir à Denis Guyard. Salem Labrague. Charles Renard. Donc Laurence va nous transmettre le pouvoir de Charles Renard. Merci. Nicolas Largès. Jean-Luc Fargier. Thérèse Malem. Lionel Lindemann. Caroline Lignoux, absent de pouvoir à Lionel Lindemann. Isabelle Salomé, elle va arriver. Ok. Alors, qui souhaiterait, accepterait d'être secrétaire de séance? Ok, Magali Douce, d'autres candidats? Non, donc Magali Douce est notre secrétaire de séance, merci. Nous allons débuter par le procès-verbal du conseil municipal du 22 novembre. Je n'ai pas reçu de demande d'observation, de demande de modification. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité? Merci. Le premier point ce soir est une demande d'avis sur le déclassement de l'installation nucléaire de base numéro 18 du CEA. Ça concerne un démantèlement d'une installation qui est intervenue entre 2014 et août 2019 sous le contrôle de l'autorité de sûreté nucléaire. Il nous est signalé que, au terme de ces opérations, le bâtiment de l'installation est conservé et ne subsiste aucune zone présentant un risque d'irradiation ou de contamination. Que la possibilité d'une pollution chimique des sols est écartée par le CEA, donc le commissariat à l'énergie atomique, que les études, les analyses des eaux souterraines réalisées ne révèlent pas d'anomalies entre janvier 2010 et mai 2021, mais qu'il y a une surveillance qui est poursuivie à l'échelle du site de Saclay par l'intermédiaire de son réseau piézométrique. Qu'il est prévu de réutiliser ce bâtiment en tant qu'établissement recevant du public pour des activités de formation. Et donc le CEA a déclaré définitivement le déclassement du zonage déchets de cette installation. Et il est demandé donc au préfet les 24 communes situées à moins de 5 km du périmètre de cette installation, donc dont Manille-les-Hameaux, ainsi que la commission locale d'information de Saclay. Donc il nous est à tous sollicité un avis dans un délai de 3 mois. C'est la première fois qu'on nous demande un avis, malgré finalement l'ensemble des opérations de déclassement qui ont pu avoir lieu sur ce site. Voilà. Raymond Bescot.
c'est une bonne chose, mais on peut au moins tirer quelques enseignements dans le débat actuel sur le nucléaire. C'est un tout petit réacteur. Ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps que ce qui était prévu à l'origine. Ça génère des quantités quand même extrêmement importantes de déchets, hein, plus de 200 tonnes de déchets et un coût de démantèlement extrêmement élevé. Avec une remarque qui me tient particulièrement à cœur, c'est la question des conditions de travail des salariés qui travaillent au démantèlement de ce genre de structure. Quand on remarque les anomalies qui sont dans le dossier, alors c'est passionnant à lire, c'est un peu long, mais c'est passionnant. Quand on remarque les anomalies qui sont dans ce dossier, la plupart portent sur les conditions ou plutôt les non-respects des procédures par les sous-traitants des sous-traitants. Ce qui est quand même une maladie assez générale, alors pas que sur ce dossier-là, mais voilà, c'est quand même à noter. Bon, tout s'est bien passé, ça va bien, tant mieux. Mais on peut quand même en tirer quelques enseignements au moment où certains veulent nous construire 6 EPR de plus et des micro-réacteurs un peu partout, là. C'était un micro-réacteur et on voit bien ce que ça génère comme déchets, et certains qui sont des déchets à très longue durée de vie. Voilà. Sans quoi, c'est vrai qu'on n'est pas souvent consulté sur ces points-là, mais c'est pas tous les jours qu'il y a la fin d'un démantèlement d'un réacteur, hein. Mais on participe quand même régulièrement à un certain nombre de réunions, et entre autres sur la CLI, la commission locale d'information. Voilà. Donc je dis pas qu'on suit ça de très près tous les jours, mais la commune est associée. Il y a une forme de transparence sur ces questions-là quand même. Alors c'est vrai que pour compléter les propos de Raymond Bescot, cette installation a été arrêtée en 2007, donc il y a presque 25 ans. Le démantèlement a démarré uniquement en 2014 et ça a produit 226 tonnes de déchets radioactifs. Et sur en effet une installation qui servait uniquement à de l'expérimentation et qui était une toute petite installation. Et je confirme que nous sommes bien associés à la commission locale d'information et on reçoit régulièrement l'ensemble des éléments. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Patrick Marquet? Attends. Appuie, faut... Oui, excuse-moi, je n'ai pas très bien perçu ce qu'on nous demandait de valider ou pas dans ce document. Parce qu'en fait, Raymond a raison de faire la remarque, mais en plus, en fait, c'est très partial, parce que nous, on n'a pas, on a aucun autre document qui peut être fait par une commission indépendante pour nous dire oui, c'était bien fait, c'était mal fait, oui, c'est fini, oui, c'est pas fini, on n'en sait rien en fait. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande très clairement de valider aujourd'hui? Alors, au niveau de la commune, nous, c'est une question d'avis, c'est-à-dire qu'on ne nous demande pas d'acter. C'est uniquement un avis sur la mesure de déclassement de l'installation, c'est-à-dire en gros, est-ce qu'on propose un avis favorable ou défavorable à la décision qui a été de déclasser. Voilà. Pour moi, c'est encore pire, parce que je ne me sens absolument pas qualifié pour dire quoi que ce soit là-dessus. Bon. Denis Vergniaud. Alors voilà, je vais vous demander d'allumer le micro. Ah, c'est bon. Juste, c'est une enquête publique, donc je pense que c'est l'avis des alentours. Après, l'installation, elle est démantelée déjà.
puisque moi je travaille au CEA, donc je la connais. Et c'est juste du TFA, hein, c'est de la très faible activité, c'est moins. Bah, vous allez en Bretagne, vous en prenez plus, hein, sur le granit, donc faut pas non plus. Voilà. Mais après, c'est un avis qu'on demande, hein, à la commune, c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Raymond Besco? Faut pas qu'il y ait d'ambiguïté sur ce qu'on vote. On nous demande pas de devenir des experts du nucléaire. Non, mais c'est vrai que par moment, on peut se poser la question en disant, bon, on a un rapport qui est extrêmement complet qui nous dit qu'ils ont fait tout ce qu'il faut, qu'ils ont tout vérifié, qu'ils ont stocké les trucs pour des milliers d'années. Et c'est surtout que le bâtiment concerné, la partie du bâtiment concerné, est déclassé, n'est plus un bâtiment à caractère nucléaire. C'est tout ce qu'on nous demande. C'est-à-dire que il est rendu à une utilisation civile. Après, on fait confiance sur la note qu'on nous présente. Maintenant, si un jour on nous dit ce qu'on vous a présenté là, c'était faux et ça ne correspondait pas à la réalité, il faudra toujours se retourner vers les gens qui ont commis ça. Mais en l'occurrence, je pense que vu la manière dont ce sujet est traité, on ne nous demande pas autre chose que de prendre acte que ce bâtiment est déclassé et rendu à un usage civil, d'ailleurs qui va servir, je crois, à la formation ou un truc comme ça. Voilà. Et il sert. En fait, le bâtiment parce que le démantèlement, comme le disait Denis, a déjà été fait depuis un petit moment. Et il sert déjà donc à d'autres enseignements sur place. Je rappelle que cette demande d'avis se fait dans le cadre de la consultation des habitants. Voilà, et on peut se féliciter aussi qu'il y ait finalement cette consultation, ce qui fait que l'ensemble des membres de notre conseil municipal ont accès à l'ensemble du dossier, ont pu lire l'ensemble du dossier. Ça a aussi permis une transparence et en effet, il y a des éléments techniques. On n'est pas tous spécialistes dans ces domaines-là, loin s'en faut. On s'appuie sur des données techniques. S'il s'avère dans le futur qu'elles n'étaient pas bonnes, nous, on s'appuie sur ce qui nous a été dit et ce que je vous les ai lus finalement juste à l'instant par rapport au fait qu'il n'y a pas de pollution, etc. etc. Maintenant, s'il s'avère que c'est le contraire et qu'il est prouvé le contraire, nous, on s'est appuyé sur des choses qui nous sont signalées. Denis Vergniaud ? Le micro pour la retransmission. Désolé, ça demande un petit peu de logistique, mais c'est important. Ouais. Et juste pour rajouter un truc, c'est le Conseil des ministres qui acte le déclassement de l'installation nucléaire de base, l'INB, qui sera démantelé. Et c'est un institut national de sciences et techniques du nucléaire, ce bâtiment. Il y a déjà plein d'élèves actuellement. Enfin, ça a toujours été. Merci. Je vous propose donc de passer au vote. Alors, qui émet un avis défavorable? Qui s'abstient? Refus de vote. Donc, je comprends un avis favorable. Je vous remercie. Le deuxième point est une adaptation de notre règlement municipal des cimetières. Cette adaptation fait suite à une demande d'habitants, d'usagers, par rapport à l'application des horaires d'hiver et pour qu'elle soit reportée au 2 novembre, puisque aujourd'hui, les horaires d'hiver débutent jusqu'à présent le 1er octobre et il s'avère que le 1er octobre, fermer au public le cimetière à 17h alors qu'il fait encore jour. Donc on prolonge l'horaire
d'été jusqu'au 2 novembre. C'est voilà, tout simplement. Donc, ça fait du 2 novembre au 31 mars, horaire d'hiver de 8h30 à 17h, et du 1er avril au 31 octobre, 9h, 19h. Et le jour de la Toussaint, évidemment, les cimetières sont ouverts de 8h à 18h. Voilà, c'est une simple adaptation. Thérèse Malem? Oui, du coup, je voulais savoir, parce qu'il y avait une délibération qui avait été mise dans les délibérations du 5 novembre, où vous aviez changé les tarifs du cimetière. Donc, je voulais savoir si c'était pas possible d'intégrer les tarifs dans le règlement. Parce que du coup, on n'a pas connaissance des tarifs. Alors, est-ce que c'est possible ou pas? Alors, toutes les tarifications sont des décisions du maire et elles Oui. évoluent Non, en mais fait ça, au fur et à mesure, il n'y a donc pas elles ne de sont pas sujet. intégrées dans les règlements. Dommage. Parce qu'il me semble, alors peut-être je dis une bêtise, mais sur le règlement du trait d'union, par exemple, on sait que les tarifs sont dans le règlement. Non? C'est indépendant. Non, pareil, D'accord. pareil. Non, d'accord. Alors Ce sont des arrêtés de tarification en fait qui sont faits. d'accord. Par contre, vous les avez dans les décisions du maire. Ok, bon, bah, c'était pour une confirmation. Merci. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Refus de vote? Unanimité, merci. Ensuite, nous passons donc aux ressources humaines. Ça concerne l'application donc de la loi de 2019 sur la transformation de la fonction publique et notamment sur le temps de travail des agents à compter du 1er janvier 2022 qui devra être à 1607 heures. Dans ce cadre, donc, nous avons une démarche participative avec les représentants du personnel, avec des groupes de travail qui nous ont permis d'arriver donc sur des propositions de plusieurs cycles, entre 38 et 40 heures hebdomadaires, avec la possibilité de travailler sur 4 jours et demi ou 4 jours par semaine, avec également toujours une alternance, ce qui faisait déjà entre une semaine de 4 et de 5 jours pour faciliter l'organisation. Également, et ce qui existait toujours, mais que je rappelle, la possibilité aussi de passer de temps partiel de 80% à 90%, voire 100%. Et puis, en signalant aussi le passage donc, à 1607 heures pour les agents qui sont annualisés. Donc, c'est l'ensemble du cadre qui fixe le passage à 1607 heures pour l'ensemble des agents de la collectivité. Y a-t-il des questions ou des remarques? Lionel Lindemann. C'est le micro numéro 12, au cas où. Vous m'entendez? Oui. Il faut que je me rapproche? Ah oui, bah, je peux le bouger. Bon, très bien. Alors, d'abord, juste une remarque un petit peu annexe et tout à fait. Ce matin, on était en commission ad hoc et on faisait des remarques sur les correcteurs orthographiques qui rajoutaient des fautes. Et je pense qu'il y en a une dans notre délibération qui s'est rajoutée. Il y a suggestion au lieu de suggestion dans la délibération en question. On peut dire que je pinaille, mais enfin, je pense que c'est quand même important. Voilà, bon, ça c'était une remarque de pure forme. Je sais pas si vous l'avez repéré, mais sinon je pourrais vous le. C'est dans la page 3 de la partie 4 du dossier, vers le milieu de la page à peu près. Voilà, bon, ça c'était purement de forme. Alors la dernière fois, je vous avais dit qu'il était revenu à mes oreilles que certains agents s'inquiétaient, etc. Et je comprenais pas trop parce que vu la délibération qu'on votait la dernière fois, je comprenais pas qu'il y ait des inquiétudes. Là, je comprends un petit peu mieux. Donc, j'aimerais d'abord mieux comprendre ce dont il est question. En fait, il y a plusieurs délibérations, donc je pense que tout ça a été décidé au cours d'un comité technique et qu'on vote en fait toutes ces délibérations ensemble suite à ce comité technique. Pour ceux qui ne sont pas au fait du fonctionnement précis des collectivités, le comité technique est le lieu qui réunit notamment les représentants du personnel où sont discutées et votées ces modifications.
Alors déjà, je voulais savoir, vous parlez d'une démarche participative. Quelle en a été l'issue? En général, les décisions en comité technique font l'objet d'un vote. Comment s'est passé le vote, tout simplement? Alors, en effet, il y a eu plusieurs ateliers et il y a d'autres ateliers aujourd'hui qui se poursuivent en termes de, disons, règlement de mise en place au sein de chaque service pour cette harmonisation à 1607 heures. Ensuite, le comité technique donne un avis. Donc, ce n'est pas un vote pour ou contre, c'est un avis. Et sur cette question donc d'augmentation du temps de travail, les représentants du personnel ont choisi de s'abstenir. D'accord, très bien. Par ailleurs, qu'est-ce que ça change exactement? C'est-à-dire que combien les agents travaillaient jusque-là? Là, on passe à 1607 heures, donc ça signifie qu'a priori, on Alors, nous travaillait moins étions, jusque-là. notre collectivité, puisque c'était un peu différent suivant les collectivités, jusqu'à présent, notre collectivité, dans notre collectivité, les agents étaient à 1572 heures. D'accord. Et donc, aujourd'hui, on passe à 1607 heures. Et par ailleurs, est-ce que c'est à la carte? C'est par service? Comment ça se passe? Parce que, enfin, en lisant les délibérations, j'ai pas très bien compris si c'était au choix ou si les choses étaient fixées. Alors l'ensemble, et c'est tout l'objet du cadre en fait qui est fixé aujourd'hui. Dans ce cadre-là, l'ensemble est vu évidemment par service, par métier, puisque suivant les services et les métiers, les besoins ne sont pas les mêmes. Ouais. Vous n'aurez pas les mêmes besoins au niveau du service enfance, par exemple, et des services techniques en termes de présence auprès du public. Et c'est pour ça qu'on a un cadre qui permet la continuité finalement des fonctionnements qui existaient aujourd'hui. Je prends un exemple par rapport au service enfance, l'annualisation sur les 1607 heures, le temps de travail complémentaire concernera des temps projets et pas forcément des temps de présence d'animation directement en présence des enfants, puisque il n'y a pas d'horaire supplémentaire d'animation de présence des enfants sur le périscolaire. Par exemple, on n'augmente pas d'1 heure la présence des enfants. D'accord. Bon, mais donc globalement, les agents de la collectivité vont travailler plus qu'ils ne le faisaient jusqu'ici. Euh, J'imagine que ça aura un impact, c'est-à-dire que dans une collectivité où j'ai pu travailler dans le passé, on avait profité entre guillemets de cette possibilité de se calquer sur le temps légal du travail pour justement compenser l'augmentation des impôts. C'est-à-dire que les agents vont travailler plus, donc qu'est-ce qui va changer au niveau des services? Est-ce qu'il va y avoir plus de services? Est-ce que les horaires de service vont augmenter? Enfin, quel sera l'impact pour la collectivité de cette augmentation du temps de travail? Parce que c'est considérable en fait. Alors, vous pouvez peut-être le juger considérable. Je parle d'heures annuelles, hein. Ouais, Donc, on passe de 1572 heures annuelles ouais. à 1607 Oui, heures enfin, annuelles. on a Voilà. 200 agents. Donc, Enfin, oui, mais si vous le prenez par semaine, par exemple, euh, au final, ça fait très peu en augmentation. d'accord. Donc, en termes du service à la population, etc., ça ne changera rien. L'ensemble des choses sont en train d'être vues directement dans chaque fonctionnement de service. D'accord. Là, on vote le cadre en fait qui doit le permettre et qui permet une nouvelle organisation qui est travaillée ensuite au sein de chaque service. C'est le cadre réglementaire finalement là qu'on a. Et l'ensemble des dispositifs, notamment en termes de durée hebdomadaire de travail et du nombre de jours d'ARTT, par exemple, qui sont disponibles dans ce cadre-là, et sur les différentes, on va dire, les différents cycles de travail qui sont proposés. Ensuite, chaque adaptation, encore une fois, chaque service sont avec des métiers différents et avec des fonctionnements donc différents, et c'est dans chaque service que ça va se détailler. D'autres interventions?
contrat de fonctionnaire d'État. Aujourd'hui, on répond à une évolution de cette durée légale. En fait, on répond à la loi qui retire les régimes dérogatoires de durée légale du travail. Merci. Ça marche. Oui, Après, bah, on peut toujours lancer un j'étais- débat j'étais sur la durée fonctionnaire et légale j'ai du toujours- travail j'ai et la toujours- diminution du temps de travail, d'ailleurs. En tant que fonctionnaire, j'ai toujours été à 1607 heures forfaitaire annuel. C'est tout. Pas dans un certain nombre de collectivités, et beaucoup de collectivités, d'ailleurs. J'entends Srel ? Qui sont toutes faites de mise aux 1607 heures, et puis il y en a d'autres qui se font tirer les oreilles. Ça, c'est toujours, qui font de la résistance. Et la ministre, Mme Monchalin, a d'ailleurs menacé de publier la liste des collectivités qui ne seraient pas à 1607 heures. Dans les régimes dérogatoires, par exemple, il y a la ville de Paris. 500 000 fonctionnaires sur les Paris. Là, ils ne sont pas en 1607 heures, et il y a un combat politique, je dirais, entre deux femmes, la maire de Paris et puis la ministre, d'à côté, là, de Monchalin, mais un peu de santé, c'est massif, et les ministres de la fonction publique, les trois fonctions publiques, sont s'assurer un peu de fonctionnaires, et ministre aussi de la transformation, plus exactement dans l'intitulé. Donc c'est un mot qui est riche de sens, c'est-à-dire qu'on peut faire évoluer les choses. Et sur Paris, donc je disais qu'il y a un combat politique parce que les agents à Paris ne sont pas à 1607 heures. Et pourquoi? Parce que beaucoup d'agents n'habitent pas à Paris, habitent par exemple en Nouvelle-Loire parce que le logement est très cher. Et c'est une compensation pour leur permettre, par exemple, d'arriver un peu, de faire la route, d'avoir le temps de route. Il y a comme ça des accords qui ont été passés. Et évidemment, c'est difficile de revenir dessus, donc il y a les négociations. Et bon, pour vous dire que ça ne se passe pas toujours très très bien et que finalement, chez nous, ça se passe plus bien. Il n'y a pas des éboueurs. S'agissant des éboueurs, par exemple, dans les éboueurs, dans le débat politique, Anne Hidalgo a proposé à ce que Mme Monchalin s'approche enfin un éboueur. D'autres remarques ou interventions? Raymond Bescot? Ça me démange quand même. Je ne comprenais pas l'intervention, Monsieur Lindemann. Je ne voyais pas où était son inquiétude. Et je la comprends toujours pas d'ailleurs. Je peux juste, c'est pas moi qui suis Non, inquiet. je pense Il est qu'il revenu était à mes inquiet de oreilles ne pas que- avoir des gens inquiets dans la salle en train de manifester. Je trouve qu'il y a un truc qui le tracassait. Bon, j'espère qu'on lui a répondu. On est quand même dans un monde absolument fantastique où on a un chômage massif et où on trouve hyper intelligent d'augmenter le temps de travail des gens. C'est fantastique. C'était ma seule remarque. Alors après, que nos agents de Manille des Hameaux aient discuté et vont trouver les moyens de savoir comment on organise tout ça, c'est de l'intelligence collective. Donc essayez pas de chercher de l'inquiétude là où il y a de l'intelligence collective. Pour 2,22%, on va trouver. Et ils vont déjà trouver, ils ont trouvé, et ça va fonctionner, rassurez-vous. Mais l'imbécilité là-dedans, c'est quand même l'augmentation globale du temps de travail. Je ne sais pas quelle est la tête d'œuf qui a pondu ça dans un ministère, mais enfin, on ne devrait pas le féliciter. Quant à Madame de Monchalin, effectivement, elle est pour la ligne 18, elle est pour toutes les idioties que nous pond le gouvernement actuel. C'est pas parce qu'elle est de chez nous qu'elle a compris ce qui se passait sur le plateau de Saclay. Thérèse Malem? Oui, je voudrais juste dire quand même,
question d'intelligence, il y a quand même des remontées des agents quand même qui se plaignent de fatigue, hein, malgré tout. Je pense que tout le monde est intelligent, ça c'est bien vrai, mais en revanche, bon, il y a quand même des absences, enfin, voilà, il y a quand même des remontées. Donc, soit c'est fondé, soit c'est pas fondé. Mais bon. Alors, comme il est question de fatigue, de remontée d'agents, je tiens à préciser que cette évolution de la loi n'est pas du fait de la commune. Non, mais voilà, j'en profite pour bien le signaler. Et c'est d'ailleurs toute la discussion que nous avons eue avec les représentants du personnel. Et moi, je conçois qu'ils se soient abstenus par rapport à cette décision. Puisque imaginez dans votre travail, on vous dit vous allez travailler plus et être payé pareil, parce que c'est ça en fait de manière générale. Et c'est ça que fait cette loi aujourd'hui. Et donc, moi, clairement, dans les discussions qu'on a pu avoir avec eux, je leur ai tout simplement dit, oui, c'est normal que vous absteniez. Même presque, ils auraient pu être contre, finalement. Mais comme on a eu cet échange, on est un petit peu tous dans le même bateau, élus et agents de la collectivité, par rapport à une loi que je ne considère pas juste. Voilà. Parce que je fais partie de ces partisans d'une diminution du temps de travail de manière générale, que ce soit dans la fonction publique ou ailleurs, et notamment pour permettre d'avoir un bien-être personnel et pour aussi permettre à tout le monde d'avoir une partie de métier. Voilà. Mais il y a une décision qui est autre, qui a été prise par le gouvernement. Il nous a été demandé, il nous a été signalé que la mise en règle, en quelque sorte, des collectivités devait se faire avant le 1er janvier 2022. On a pris le temps de la discussion avec les agents de la collectivité. On sait ce qu'on en pense les uns et les autres. Là, on a le cadre. Voilà, on va essayer de s'organiser tout simplement les uns et les autres, à la fois en prenant en compte les difficultés de fatigue. Et quand j'évoque, par exemple, le temps de travail sur les personnels annualisés, et notamment les animatrices et les animateurs, quand je parle de temps de projet, c'est que par rapport à la fatigue qui peut exister quand on est en présence des enfants de manière continue, à un moment, il faut que l'augmentation de ce temps de travail puisse être autre chose que du temps de présence devant les enfants. Et ça servira par rapport à la constitution de projets pédagogiques. Voilà. Mais on a une attention et on aura toujours une attention particulière sur le travail, la fatigue des agents et aussi le service rendu au public, puisque on a collectivement une mission de service public. Et ça, tout ça, donc, c'est travaillé à l'intérieur de chaque service au fur et à mesure dans ce cadre légal que nous devons prendre avant le 1er janvier. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Refus de vote? Unanimité. Je vous remercie. La délibération suivante concerne une harmonisation. Donc, c'est sur le statut des assistantes maternelles, donc toujours à compter du 1er janvier 2022. C'est une harmonisation avec l'ensemble des autres personnels, puisqu'en effet, les assistantes maternelles ne sont pas concernées par les 1607 heures, puisque dans le cadre de leur statut, elles sont sur une moyenne sur 12 mois d'un plafond annuel de 2250 heures. Et donc, dans ce cadre-là, l'objectif de l'harmonisation est qu'elles puissent avoir les mêmes droits de congé et donc jours à RTT que le personnel communal, le reste du personnel communal, soit donc 25 jours de congé et 18 à RTT. C'est le principe de cette harmonisation. Là encore, la discussion a eu lieu directement avec l'ensemble des assistantes maternelles dans le cadre d'une réunion. L'ensemble du dossier a été présenté à 2 représentantes qui ont été désignées par l'ensemble et sur lesquelles donc il n'y a pas eu de remarques.
Et là, je le fais de mémoire, le comité technique a émis un avis favorable sur cette délibération. Voilà, pour compléter par rapport aux discussions tout à l'heure. Lionel Lindemann. Oui, j'avais pas tout à fait prévu d'intervenir, mais j'en profite pour répondre à Monsieur Besco. Ce que je fais ici, c'est simplement relayer ce qu'on me dit. J'ai travaillé dans une collectivité, je sais ce qu'on dit à la majorité ou aux personnes qui sont en place et ce qu'on dit à l'opposition. Et mon rôle, c'est simplement de relayer ce que j'entends et demander et poser des questions ici. Et ça ne m'empêche pas ensuite de voter avec la majorité. Donc je ne suis pas dans une démarche politicienne où je cherche des inquiétudes, où je crée des inquiétudes. Quand je parle d'inquiétude, c'est parce qu'il y en a. Et j'en profite là, mais c'est vraiment quelqu'un qui m'a signalé, donc c'est un cas très particulier. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais c'est juste pour information. Sur les assistantes maternelles, apparemment, lorsqu'il y a une annulation, euh, les assistantes maternelles ne peuvent pas prendre d'enfants par ailleurs de leur côté, ce qui pose un problème à un certain nombre d'entre elles. C'est juste pour vous le signaler, peut-être qu'on en parlera parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un cas particulier qu'on m'a signalé. Qui s'occupe du dossier parmi les élus? Comme ça, je prendrai la tâche directement avec Une annulation de quoi? De quand réservation? il y a un enfant c'est ce qu'on m'a remonté, je ne sais pas si c'est exact, mais j'en profite pour en parler. Quand il y a un enfant qui est annulé par ses parents pour je ne sais quelle question, apparemment, il n'y a pas d'indemnité systématique. Si, alors, je vous coupe parce que qu'il n'y ait pas de quiproquo après. Il y a plusieurs éléments dans la rémunération des D'accord. assistantes maternelles, au niveau communal en tout cas. Ouais. Ce qui est différent du cadre privé, Oui, bien sûr. puisqu'il y a des assistantes maternelles dans le cadre privé. Au niveau de notre service public, les assistantes maternelles ont leur rémunération quand l'enfant n'est pas là. Mais derrière, on s'organise toujours pour que les assistantes maternelles aient un enfant. Par contre, en cas de maladie ou d'absence impromptue de l'enfant, il y a alors une partie, l'indemnité de repas, je l'appelle comme ça, je ne sais plus exactement le nom, en cas d'absence impromptue de l'enfant, l'ensemble est conservé. Donc l'assistante maternelle a bien l'ensemble de sa rémunération intégralement Très bien. versée. Voilà. Parfait, merci. Mais si vous avez des questions ou voilà, un cas en particulier, j'avais pas prévu d'intervenir, n'hésitez pas à nous, c'est Monsieur Besco qui m'a amené à nous le faire passer, évidemment. à rebondir là-dessus. Et d'ailleurs, c'est ce qui est bien signalé dans la note de synthèse que vous avez. Il doit y avoir les éléments aussi dans le règlement de fonctionnement de la crèche phare. Tout à fait. Je vous propose donc de passer au vote sur ce point. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité? Je vous remercie. Ensuite, une délibération qui concerne l'attribution des indemnités horaires pour les travaux supplémentaires. Alors, tout comme la dernière fois d'ailleurs sur les indemnités de le 13e mois, le Trésor public nous a demandé de revoir et surtout détailler une délibération qui date de 2005 pour pouvoir continuer donc de verser les indemnisations des heures supplémentaires, donc des travaux supplémentaires. Donc nous avons dans ce cadre-là revu et détaillé, comme le souhaite le Trésor public, l'ensemble des cadres d'emploi éligibles sur ces indemnités, les plafonnements d'heures supplémentaires, les taux de rémunération d'heures supplémentaires. En fait, rien ne change par rapport aux habitudes de fonctionnement que nous avions.
même sur voilà, par exemple la limite de 25 heures supplémentaires au cours d'un même mois, etc. Donc rien ne change, simplement ça a été totalement détaillé en fonction des souhaits du Trésor public. Il y a eu présentation au comité technique, évidemment, avec un avis favorable dans ce cadre-là. Ceci concerne les agents de catégorie B et C et pas les agents de catégorie A. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité. Ensuite, nous avons la proposition d'actualisation des astreintes. Là, l'objectif est tout simplement de pouvoir ajouter la partie administrative dans ces astreintes pour pouvoir assurer. Actuellement, c'est justement l'objectif dans des périodes d'épidémie, par exemple, de pouvoir assurer une astreinte plus pérenne et donc cette continuité de service public. Nous avions les astreintes techniques et médicales et donc nous y ajoutons le personnel administratif pour pouvoir faire cette continuité en cas de problème. Voilà. Donc c'est uniquement l'ajout qui est fait dans ce cadre-là, avec l'ajout de la partie administrative, sachant que c'est les mêmes choses que pour les autres. Pareil, présenté à l'avis du comité technique et avis favorable. Y a-t-il des questions ou des remarques? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons eu un report de la campagne de recensement qui aurait dû avoir lieu en début de cette année 2021 et qui a été reportée donc en début de l'année 2022. Elle aura lieu du 20 janvier au 19 février. Et dans ce cadre-là, donc, nous recrutons. Nous avons recruté, puisque c'est le cas, 16 agents recenseurs qui sont des agents communaux. Nous avons eu donc les volontaires nécessaires et aujourd'hui, il convient de pouvoir voter la rémunération de ces agents recenseurs. Il faut savoir que chaque agent recenseur dans notre commune aura une moyenne de 235 logements à collecter contre 270 préconisés. C'est un travail complexe, difficile. Donc je remercie les agents qui se sont proposés. Vous avez l'ensemble du tableau des rémunérations et j'espère, et j'en profite puisque c'est retransmis, et donc s'il y a des habitants qui nous regardent ou qui regardent plus tard ce conseil municipal, j'inviterai évidemment l'ensemble des habitants à faire preuve de bienveillance pour l'ensemble des personnes, des personnels recenseurs, puisqu'il faut absolument faciliter au maximum le travail pour permettre d'avoir l'ensemble des données nécessaires. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Lionel Lindemann? Oui, une question. Il y a une phrase où vous indiquez que la rémunération se fera en fonction du statut et du grade, et ensuite on a une liste où c'est la même chose pour tout le monde. Que signifie en fait cette phrase? Qu'est-ce qui change? On a l'impression, ce qui est très bien d'ailleurs, que la rémunération est la même quel que soit l'agent, et en fait il y a cette phrase qui semble indiquer le contraire. Donc, c'est une question qu'on s'est posée. Est-ce que c'est une phrase qui vient d'ailleurs et qui n'a rien à faire là? Alors,
Oui, à la base, en fait, eux, leur rémunération est dans le cadre de leur statut et de leur grade. Ensuite, ils ont ces éléments complémentaires qui sont basés sur la rémunération qui est définie dans le tableau et qui sont préconisés par l'INSEE. En fait, ils ont des heures supplémentaires en fonction du grade, mais sur cette même base. C'est des choses qui sont très, très normées en... Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Thérèse Malem? Le recensement pourra se faire également par Internet, à la remise des... Oui, D'accord. Du coup, c'est déduit. comme la dernière fois. D'accord. Notre objectif est que l'ensemble des agents recenseurs puissent avoir une rémunération de l'ordre de 1 000 euros, en fait. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Refus de vote? Unanimité. Merci. Ensuite, je laisse la parole à Roberto Drapron pour une demande de subvention exceptionnelle. Sujet plus léger s'il en est, donc la vie associative. L'association Vivre le Golf à Manille-les-Hameaux a vu le jour au mois de juillet 2021, avec un objectif de faire vivre l'installation du golf sur la plaine de Chevincourt et ses installations, sous forme d'une école de golf encadrée par un brevet d'État. Au-delà d'avoir fait le choix d'une tarification attractive pour toucher le plus grand nombre, l'association a des charges fixes, des achats de matériel et le salaire du professeur qui est un brevet d'État. Donc, dans le cadre de sa politique d'accompagnement des associations, le conseil municipal propose d'attribuer à l'association Vivre le Golf à Manille-les-Hameaux une subvention exceptionnelle de 300 € pour l'aider dans la mise en route de cette école de golf. Le versement de cette subvention est subordonné à cette délibération que nous vous soumettons. Merci, monsieur le maire. Voilà, sachant que c'est intégré dans la partie subvention exceptionnelle qui a déjà été votée et qui permet de faire cette subvention dans le budget de la commune. Y a-t-il des questions ou des remarques? Lionel Lindemann? Oui, rien sur l'association, juste puisqu'on est sur le sujet. Il y a une très belle installation de saut à la perche qu'on avait vue lors de l'inauguration. Est-ce que on a trouvé de moyens de l'utiliser ou c'est au niveau de Saint-Quentin que ça se passe? Ou est-ce qu'il va y avoir une association locale pour inciter les jeunes de Manille à... Il y a une association d'athlétisme, effectivement, qui regroupe plusieurs villes de la ville de Saint-Quentin. Mais oui, le club d'athlétisme utilise les installations. Après, le saut à la perche, c'est quelque chose de très, très spécifique. Donc, il faut avoir le public qui souhaite l'utiliser. Mais le club sait que ce matériel est à leur disposition et effectivement, la démonstration qui a eu lieu avait l'air d'amener peut-être des gens à vouloir pratiquer le saut à la perche. Ouais. Peut-être qu'il faut... Autre utilisateur, les scolaires. Donc là aussi, voir en termes d'utilisation sur le collège, ce qui peut être fait en saut en hauteur et en saut à la perche. On a communiqué sur le sujet dans la presse municipale. Ce sera peut-être intéressant pour éveiller des vocations. Ouais, au-delà de la presse, surtout l'ensemble des associations lors du forum des associations, puisqu'encore une fois, on a eu droit à une démonstration lors du forum. Il y a toujours des relations qui sont très fortes entre nos services et les associations.
Et pareil avec les professeurs d'EPS du collège, avec lesquels on a encore évoqué certains sujets il y a tout juste 15 jours. Une discussion à bâton rompu dans un cadre non officiel, mais oui, il y a des discussions sur le sujet. Sur l'utilisation de la plaine dans sa globalité encore, parce que je vous rappelle qu'il y a aussi une cage de lancer qui, elle aussi, mérite d'être encore plus exploitée qu'elle n'est à l'heure actuelle. D'accord, j'ai dû avoir une absence au moment de la visite en question. En fait, c'est un véritable espace d'athlétisme qui permet qui permet de pratiquer l'ensemble des disciplines. Et forcément, quand on n'a pas eu un certain nombre de disciplines pendant des années, il faut que le personnel éducatif et notamment donc les profs de sport du collège, parce que le saut à la perche est plus à partir de ces âges-là que plus jeunes, hein. Mais on a aussi du saut en hauteur qui peut permettre justement à des plus jeunes. Donc il faut que petit à petit, ils puissent aussi finalement s'approprier l'ensemble du lieu. Les lancers, c'est clairement le cas, hein, puisque pendant très longtemps, on était resté à du poids et du javelot et encore dans notre collège parce qu'il n'y avait pas forcément d'installation. Aujourd'hui, pour aller plus loin et aller sur le disque, mais maintenant, il faut que l'usage éducatif revienne. Oui, mais effectivement, les sujets sont sur la table et aux professeurs d'avoir, le matériel, que ce soit pour le marteau, pour le disque, au-delà de la technique, le matériel adéquat, et puis pouvoir l'intégrer dans leur cursus pédagogique et dans leur maquette pédagogique. J'en profite d'ailleurs, puisqu'on évoque l'appropriation des lieux. Pour le coup, puisqu'on parle du golf, c'est l'occasion de signaler que le collège a mis en place à l'intérieur de son projet éducatif au niveau des cours de PS le golf. Et c'est justement le fait d'avoir un lieu défini et approprié qui leur a permis de mettre en place l'ensemble du dispositif éducatif et qui va permettre de faire le lien aussi avec l'association qui, on le sait, toutes les associations sportives ont une capacité de spécialisation au-delà de l'aspect juste éducatif sportif qu'on peut avoir à l'école. Je ne referai pas le débat sur la place de l'école dans l'EPS et dans le haut niveau, voilà, parce qu'on en a beaucoup entendu parler pendant les Jeux olympiques qui sont passés. Je précise juste que Yolande Grosbon, qui a donné son pouvoir, ne prendra pas part au vote, puisqu'elle est partie prenante à l'intérieur de cette association. Voilà. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité? Merci. Moins, donc une ne prend pas part au vote. Ensuite, je vais laisser la parole à Laurence Renard. Ça concerne la candidature à la réalisation de l'Atlas de la biodiversité communale porté par le PNR. Oui, donc le parc naturel a obtenu des financements pour mettre à jour les inventaires sur les 53 communes et surtout de les rendre accessibles à tout à chacun. Donc c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, en fait, le parc naturel avait beaucoup de données et voilà, pour nous, c'était très difficile de les récupérer. Donc là, déjà, ça forcément d'office, on en bénéficiera. Et ils ont fait aussi un appel à candidature pour 10 communes qui bénéficieraient d'inventaires beaucoup plus poussés sur son territoire et d'actions pédagogiques voilà, en 2022 et 2023 pour pouvoir vraiment avoir une connaissance fine de la faune et de la flore à prendre en compte dans les aménagements, dans la gestion, dans tout projet. Et puis du coup d'en faire profiter nos habitants par des campagnes qu'on définira avec eux de sensibilisation. Alors entre le moment où on a envoyé le projet de délibération et aujourd'hui, il se trouve que le vote est passé, donc on a la chance, je ne sais pas si c'est officiel, oui, on a la chance de faire partie des 10 communes. Donc on va bénéficier de cet accompagnement et de tous ces inventaires.
Et du coup, c'est pour ça que le projet de délibération va légèrement se modifier, puisque le parc naturel nous a apporté des éléments il y a quelques jours de précision sur la délibération. Les précisions sur la délibération concernent uniquement les vues et les considérants, donc ce qui ne change rien au fond de la délibération, c'est-à-dire les vues qui s'ajoutent au Code général des collectivités et qui ajoutent la charte du parc, l'appel à projet de l'Office français pour la biodiversité et les délibérations du comité syndical du parc et la convention de subvention de l'Office français de la biodiversité vers le parc. Et puis sur les considérants, le parc a ajouté dans les considérants les objectifs principaux des atlas de la biodiversité que vous aviez dans la note de synthèse déjà. Par contre, les deux articles évidemment que nous votons ce soir, donc l'article 1 et l'article 2, c'est-à-dire l'autorisation à porter candidature et la désignation de l'élu ambassadrice, et puis je dirais ensuite qui nous proposons, n'ont pas changé. Et donc, je vous invite à m'autoriser à porter la candidature, puisqu'on a obligation de porter la candidature, même si nous savons déjà que nous sommes retenus. Et la désignation donc, de l'ambassadrice, et évidemment, dans le cadre de sa délégation, nous proposons que ce soit Laurence Renard. Y a-t-il des questions ou des remarques à ce sujet? C'est une très bonne nouvelle par rapport à la connaissance de notre territoire. Et aussi, je dois le dire, un petit peu une récompense par rapport à l'ensemble des actions qui ont été menées, puisque dans le dossier de candidature, on a dû expliquer un petit peu toutes les choses qui avaient déjà été faites. Et ça a aidé largement à la candidature, puisque il y avait évidemment plus de candidats que de places disponibles. Pas de questions, je vous propose donc de passer au vote. Qui est pour? Je change un peu. Pour vérifier, abstention, refus de vote, unanimité, merci. Ensuite, une demande de subvention auprès du PNR, de l'Agence de l'eau et de l'ICID dans le cadre de la renaturation du Clos aux Roses. Donc oui, il y a quelques mois, on avait déjà passé une délibération par rapport à l'Agence régionale de la biodiversité pour ce même projet. Hélas, nous n'avons pas été retenus. Donc malgré tout, le projet reste dans nos tuyaux, je ne sais pas comment dire, d'actualité. Voilà. Donc là, on propose de faire une délibération qui concerne différents financeurs, puisque c'est des dossiers très complexes pour rentrer dans les bonnes cases ou dans les bons critères. Donc en fait, on mène plusieurs démarches en parallèle. Malgré tout, depuis le projet de délibération, on a eu un retour de l'YCID. En fait, c'est un gestionnaire des compensations environnementales et en fait, qui à un moment donné s'est dit que ça pouvait correspondre à leurs attentes, et finalement le site ne rentre pas dans leurs contraintes de compensation. Donc on va a priori on a déjà avancé avec le parc naturel régional et il y a possiblement un financement complémentaire de l'agence de l'eau. Donc voilà, donc on a fait une délibération ouverte pour pouvoir attaquer de front ces différents financeurs. Donc je reprécise que le Clos Rose, c'est dans la vallée de la Mérantèse, en zone humide, un ancien camping qui a été remblayé et où il y a de la renouée du Japon qui pousse, c'est une plante invasive. Depuis la dernière fois, on a fait des sondages avec le parc naturel et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a que 20 cm de racines, c'est très superficiel, alors qu'on était parti sur 2 mètres de profondeur de racines à supprimer. Donc finalement, le chantier, en théorie, est moins volumineux que ce qu'on avait prédit. Voilà. Y a-t-il des questions ou des remarques?
Bon, c'est un enjeu environnemental sur cette vallée par rapport à la dénaturation qu'il y a pu avoir sur ce lieu et qu'on doit pouvoir réhabiliter dans un domaine particulièrement préservé et à enjeu qui est la vallée de la Mérantaise de manière générale et sur laquelle on a des liens avec l'ONF qui suit de près l'évolution de l'ensemble de cette vallée en fonction, et le PNR en fonction de l'évolution aussi du changement climatique. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité, je vous remercie. Ensuite, en travaux, une demande de subvention auprès du parc. Ça concerne les abords terrain et du local pétanque. Je ne dis pas tout le titre parce que sinon... C'est presque fait. Sinon, Raymond n'aura plus rien à dire. Bon, comme vous l'avez vu, les travaux avancent et plutôt bien sur l'ensemble à la fois du local et des terrains de pétanque. Et d'ailleurs, la mise en accessibilité handicapée qui est maintenant terminée, ce qui fait quand même un endroit assez exceptionnel pour nos amis sportifs. Et après discussion avec le voisinage, il apparaît nécessaire de renforcer les plantations autour du terrain de pétanque. Et donc, ce qui est proposé, c'est de renouveler en fait une délibération qu'on avait déjà votée en janvier 2020. La Covid fait son effet régulièrement pour aller demander des subventions auprès du parc qui s'échelonnent entre 60 et 80% sur ces arbres et ces arbustes. Donc, l'autoriser le maire. Vous avez tout le programme, y compris avec les types de végétation, le plan, tout est dessus. Y a-t-il des questions ou des remarques? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité? Merci. Ensuite, on passe à l'urbanisme. Donc, l'ouverture du guichet unique des autorisations d'urbanisme. Et je vais laisser la parole à Jean Tancerel. La possibilité pour les citoyens de pouvoir procéder aux leurs demandes en matière d'urbanisme, que ce soit un permis de construire, vous avez la liste des documents dans la délibération et dans la synthèse, permis de construire, permis d'évoluer, DIA, ou encore même cession de biens, de faire ça de façon dématérialisée, de façon numérique, et sur la base d'un certain nombre de lois, d'ordonnances. La dernière répond à la loi Elan, qui remonte à 3 ans maintenant. Elan, ça veut dire évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Donc une loi qui est un petit peu fourre-tout, dont on a parlé ici dans le précédent mandat, de tout ça, parce que c'est par exemple les bailleurs. Et donc là, on est sur le M de l'acronyme Elan, sur le numérique. Il y a eu une phase expérimentale avec un certain nombre de communes de ski, notamment Bordeaux, Liverpool. Ça a été concluant, c'est pas le Big Bang, on expérimente, on teste une période de test, et également avec les offices locaux. Alors l'expérience n'a pas été menée avec tous les types de documents, mais avec un certain nombre, et c'est suffisant pour dire que voilà, le 1er janvier, ça va être opérationnel et ça va être fonctionnel. Bien sûr, il sera toujours possible Il sera toujours possible pour ceux qui sont qui ne sont pas aguerris au numérique de faire ces demandes par papier.
Alors, vous êtes à la délibération, est assorti un document qui s'appelle les conditions générales d'utilisation. C'est important. Ça précise les modalités. Ça précise notamment la façon dont les données seront protégées via la CNIL, via le RGPD, hein, qui maintenant est nécessaire. Voilà pour l'essentiel, je pense, de cette délibération. Désolé pour les personnes qui nous suivent en direct, mais on a quelques aléas de micro parfois. Y a-t-il des questions ou des remarques dans l'Assemblée? Moi, j'ai une question. Thérèse, madame? Oui, pour une question d'organisation et pour bien comprendre, il n'y aura qu'un guichet unique qui est centralisé à Sky. C'est-à-dire que toutes les demandes passent par Saint-Quentin. Ou Oui, alors il y a c'est en des fait. demandes comme des Oui. gars enfin, qui sont directement faites à la mairie. Voilà, pour ceux qui ont opté pour la mutualisation du service, hein. En fait, c'est Saint-Quentin qui est concerné. C'est Saint-Quentin qui a dû se doter de la plateforme, la Opéris, et qui, puisque nous, à Magny, on a un service urbanisme, mais c'est un service, en fait, on dit quelquefois juste de boîte à lettres. Moi, je ne suis pas d'accord pour dire ça parce que je trouve que c'est un peu réducteur. C'est quand même un système, un service de pré-instruction, quoi, finalement. Mais là, c'est surtout Saint-Quentin, en fait, qui est concerné. C'est Saint-Quentin qui a mené l'expérimentation. D'accord. Donc, une personne va demander, ça tombe à Saint-Quentin, mais il se rapproche de la mairie de Magny quand même ou... Non, après, c'est l'outil informatique qui accuse réception, qui demande des compléments éventuels d'information, comme ça se fait déjà actuellement, finalement, à part que c'est numérisé, dématérialisé. Vas-y, complète. Alors bien sûr, hein, je pense qu'il va y avoir une petite période de rodage. On n'est pas à l'abri de comme toujours dans ce type d'outils, ça c'est pas forcément opérationnel. Enfin, on ne réussit pas forcément dès le premier coup, donc il y aura peut-être une petite période d'ajustement. Lionel Lindemann? Oui, pour bien comprendre concrètement, quelqu'un qui habituellement allait à la mairie pour son permis de construire ou va sur cette plateforme ou c'est plus compliqué que ça? Il pourra toujours venir à la mairie à l'ancienne, je veux dire, Ouais. ou alors il peut aller directement se connecter sur la plateforme. Et c'est une plateforme qui est sur le site de la mairie et qui renvoie vers le site de Sky ou... C'est un lien, en fait. C'est un lien, d'accord. Mais donc quelqu'un qui va sur le site de la mairie va trouver la plateforme en question avec les explications. Ça, je pourrais pas vous dire. Je pense que oui, mais j'en suis pas sûr. Je sais pas. Ah d'accord. Ok. Je peux vous confirmer que ça sera le cas comme l'ensemble des documents en fait qu'on peut déjà trouver sur le site de la ville et on ajoutera le lien qui ira vers la plateforme de Saint-Quentin-en-Yvelines. D'accord, parce que souvent, le numérique peut permettre d'éviter d'envoyer les gens de guichet en guichet. Donc, s'il y a une espèce de... Enfin, si les Magnicois savent que s'ils ont un problème du permis, s'ils vont sur le site de la mairie qui est redirigé là où il faut, là, effectivement, c'est un vrai progrès. Comme on le fait pour les déchets d'autres services qui sont déjà mutualisés avec Saint-Quentin-en-Yvelines. Ouais. Oui, ça doit être un vrai progrès, puisque j'en ai pas parlé, mais les lois qui sous-tendent finalement ce dispositif, ce sont des lois et ordonnances de simplification de la vie des administrés, de relations plus faciles avec l'administration. Enfin, c'est comme le déficit budgétaire, ça fait 40 ans qu'on veut le réduire, l'administration, on la modernise depuis 20 ans. Voilà, donc je pense qu'au niveau des collectivités, parce que comme on est au contact des habitants, je pense qu'on a une vision un peu plus concrète des choses. Je pense qu'on a la possibilité de le faire, d'où ma question, mais monsieur le maire vient d'y répondre. Donc, on revient à la transformation de fonction. Oui, mais c'est bien si l'État s'appuie sur les collectivités sur le sujet, parce que pour l'instant, la modernisation, il y a à boire et à manger. Je rappelle, en tout cas je répète ce que disait Jean, mais on est déjà, nous, dans un service mutualisé d'instruction des permis avec Saint-Quentin-en-Yvelines depuis des années maintenant. Et là, c'est uniquement la transformation numérique de service, mais qui n'enlève pas la possibilité de le faire comme on le faisait déjà aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on fait aussi attention à ne pas engager une fracture numérique dans ce cadre-là.
D'autres questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité. Je vous remercie. Et nous allons maintenant laisser la parole à Tristan Jacques concernant la future nomenclature budgétaire et comptable à compter du 1er janvier. Eh bien, tu as tout dit. Merci Bertrand. Un sujet qui passionne les foules, la nomenclature budgétaire, la M57. L'État a lancé, dans le cadre de la loi NOTRe en 2015, une modernisation des nomenclatures budgétaires, je vous fais court, hein, notamment avec la M57 qui va venir remplacer l'ensemble des nomenclatures budgétaires de l'ensemble des collectivités territoriales. Ça sera obligatoire d'ici le 1er janvier 2024 et du coup, l'idée c'est que on a échangé avec le trésorier l'année dernière. Il estimait que ça pourrait être intéressant pour la ville de Manille-les-Hameaux de passer dès 2022 sur cette nouvelle nomenclature, puisqu'on avait une comptabilité qui était plutôt saine et plutôt bien traitée. Et donc du coup, on a fait cette demande pour passer sur la M57 dès le 1er janvier. Rassurez-vous, cela ne va strictement rien changer à la vie de tous les jours des habitants. La seule modification que ça nous apporte, c'est une souplesse complémentaire. Comme vous le savez, une fois par an, en général, nous passons des écritures au sein du conseil municipal pour basculer des crédits de chapitre à chapitre. Donc c'est une fois par an maximum. Et l'idée, du coup, c'est de pouvoir nous laisser la possibilité au sein de l'exécutif de faire des modifications des crédits qui sont afférents au chapitre dans la limite de 7,5% des dépenses de chaque chapitre. Donc on reste dans quelque chose de très 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 raisonnable. Et c'est la seule souplesse que ça nous laissera en plus sur la manière dont on appréhende les finances de la collectivité locale. Du coup, si vous en êtes d'accord, nous changeons de nomenclature comptable au 1er janvier 2022, ce qui ne changera la vie de personne, mais ce qui permettra d'avoir des nomenclatures comptables harmonisées au niveau de l'ensemble des collectivités territoriales. Et donc avec 2 ans d'avance pour nous sur une loi de 2015. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une discussion qu'il y avait eu avec le trésorier déjà l'année dernière sur laquelle donc on a répondu favorablement. Y a-t-il des questions ou des remarques? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité? Merci. Ensuite, toujours Tristan Jacques, les fonds de concours intercommunaux pour 2021. Alors, c'est comme tous les ans la délibération pour le fonds de concours. Dans le cadre du pacte financier qu'on a validé au niveau de l'agglomération en 2016, il était prévu du coup un fonds de concours annuel de 363 918 € pour la commune de Manille-les-Hameaux. L'idée, c'est que c'est l'agglomération qui prévoit une enveloppe budgétaire pour nous accompagner sur les investissements portés par la commune, et donc à hauteur de ce montant tous les ans. Et donc l'idée, c'est de pouvoir proposer un certain nombre d'opérations qui sont éligibles du coup au fonds de concours pour que l'agglomération puisse nous verser du coup 50% maximum des opérations qui sont sur la liste que vous avez sous les yeux. Je ne vais peut-être pas vous la détailler puisqu'elle est assez longue. En tout cas, pour essayer de récupérer les 363 918 € pour la commune. Des discussions sont en cours du coup pour le nouveau pacte financier donc du prochain mandat qui devrait du coup être voté dans le prochain conseil communautaire. Dans la délibération de 2016, le conseil communautaire de Saint-Quentin s'était engagé pour revoir notre attribution de compensation d'ici la fin du dernier pacte financier à plus de 100 000 €. Et on est à la fin du pacte financier et la revalorisation n'a toujours pas eu lieu. Ce qu'on n'a pas manqué de rappeler à l'agglomération lors des discussions de travail sur le pacte financier du prochain mandat. Donc on ne peut que le regretter, puisque c'est un rattrapage historique que l'on aurait dû avoir au niveau de la commune.
Voilà, en tout cas, voilà. Pour ce soir, on vous propose de délibérer pour demander le fonds de concours à l'agglomération à hauteur de 363 918 €. Y a-t-il des questions ou des remarques? Lionel Lindemann? Oui, donc ces délibérations, on les a vues en commission. Pour ceux qui ne sont pas au courant, la mairie organise des commissions préalablement à certaines délibérations qui sont prises. Donc j'ai déjà posé un certain nombre de questions. Par contre, la liste des opérations m'avait été remise, je crois, le matin même ou la veille, et donc j'avais pas pu la regarder, donc j'ai pas posé de questions sur le sujet. J'ai juste vu une ligne sur les rétroprojecteurs, donc j'imagine que dans le lot, il y a celui vous projetez de... Pardon. Oui, donc je suppose que dans le... Oui, mais là, c'est trop fort. Ça va? Donc je suppose que dans le lot, il y a le rétroprojecteur qui a eu quelques ennuis ici. J'imagine, on en est où au niveau de l'assurance sur le sujet? Nulle part? Vous savez, le principe des assurances, c'est que dès que vous leur demandez quelque chose, ça rentre jamais dans les clous. Voilà. Donc on aura sûrement une petite indemnité. Donc on est notre propre assureur en fait. Ouais, c'est ça. On aura sûrement une petite indemnité un de ces jours. Mais il ne faut pas qu'on attende l'indemnité pour investir. Oui, non. Mais oui. D'accord. Un jour peut-être. Je vous dirai quand on aura une réponse exacte. D'accord, merci. Si j'y pense pas, c'est encore une histoire de fuite. Si j'y pense pas, vous me le rappellerez. Lors de l'une des nombreuses commissions où nous avons l'honneur on et se l'avantage. Suffisamment souvent. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette délibération? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité, je vous remercie. Nous passons maintenant à la convention territoriale globale. Donc ça concerne la caisse d'allocation familiale. Et je vais laisser la parole à Magali Douce. Pardon, à Denis Guyard. C'est un dossier transversal, donc un moment, voilà. Donc Denis Guyard. Ouais, donc, comme l'a dit M. le maire, ça concerne la petite enfance, l'enfance et la jeunesse, quoi. Dans cette délibération, il s'agit d'autoriser donc M. le maire à signer une convention de territoire globale avec la CAF. Donc nous rappelons dans cette délibération l'attachement des politiques de la ville qui reste une priorité donc, pour la petite enfance et la jeunesse. Par rapport, d'autre part, le climat, la ville entretient un très bon climat avec la CAF donc, et la commune donc, dispose d'un partenariat privilégié qui s'est matérialisé jusqu'à présent par des dispositifs contractuels qui se sont succédés donc, au fil du temps. Le contrat temps libre et puis le contrat enfant-jeunesse CEJ. À partir de 2019, là, on fait l'historique pour arriver à la convention de territoire globale. Donc, ce CEJ a permis effectivement sur Manille le développement de crèches, d'accueil de loisirs ainsi que de séjours via le reversement de la recette spécifique appelée la PSEJ, la prestation de services enfance-jeunesse. Donc, la volonté d'aller vers un nouveau dispositif contractuel émane de l'État à travers la convention territoriale globale à destination des collectivités territoriales. Cette convention qui, comme je l'ai dit, va se substituer au CEJ à partir du début de l'année. Cette convention est d'une durée de 4 ans, donc sur la période de 2021-2024. Donc, comme a dit Monsieur le maire, cette convention privilégie une démarche transversale qui souhaite émerger à l'aide d'un diagnostic partagé entre la CAF et les collectivités,
un projet de territoire qui vise à maintenir et à développer les services aux familles. Donc, dans cette convention, il y a une partie diagnostic et une partie action derrière. Donc, cet objectif est tout à fait conforme à l'approche développée depuis de nombreuses années par la commune, qui propose une palette complète de services aux familles destinés à la petite enfance, l'enfance et la jeunesse, puisque cette convention adresse ces trois domaines. La parentalité aussi, mais est aussi déployée sur d'autres champs d'intervention, dans lesquels la ville est aussi fortement mobilisée, notamment l'animation de la vie sociale, l'accès aux droits, le logement et le handicap. Donc, de manière générale, cette convention vise à harmoniser et simplifier les financements dans les domaines de l'enfance, de la jeunesse, tout en maintenant les financements perçus dans le cadre de la CEJ. Au niveau national, effectivement, cette convention aura le mérite de rendre plus équitables les divers versements qui seront faits à chaque département, quoi. Donc, il y a un état des lieux par département et effectivement derrière un plan d'action et financement attaché. Il s'agit d'un financement forfaitaire par place lié aux caractéristiques des territoires d'implantation. Donc, quartier en politique de la ville ou non, avec des publics en fonction des publics accueillis, enfants issus de familles défavorisées, porteurs de handicap. L'ensemble des équipements qui sont présents sur le territoire en est bénéficiaire. La liste de ces équipements aussi participe à la partie diagnostic. La ville souhaite donc poursuivre un engagement avec la CAFI par la signature de cette convention, donc sur 2021-2024, avec un pilotage partagé qui s'organisera autour d'un comité de pilotage politique et des comités de suivi technique à l'échelon du territoire. Donc cette convention est signée entre la CAFI et la ville de Manille. À travers cette contractualisation, la commune souhaite mettre en œuvre son projet de mandat et le schéma de développement qui sera concrétisé par un programme qui sera la concrétisation du programme municipal. Donc la redéfinition des relations contractuelles entre la CAFI et la commune et l'évolution des modalités de financement permettent donc de formaliser un engagement politique fondé sur un diagnostic partagé entre la CAF et les élus, de renforcer le pilotage du projet avec une évolution des postes de coordination du CEG vers un seul poste de chargé de coopération de la CTG, donc qui nécessitant effectivement plus de transversalité, et d'harmoniser et de simplifier les financements pour alléger les charges de gestion des collectivités territoriales. En annexe, vous trouverez la convention, le projet de convention, avec la partie d'audit, la partie d'audit, c'est ça, de diagnostic, la partie de diagnostic, et puis les actions qui devraient en découler. Donc il s'agit effectivement d'accorder d'autoriser Monsieur le maire à voter cette convention. Si vous avez des questions. Merci Denis. Y a-t-il des questions ou des remarques? Lionel Lindemann. Oui, c'est plus une remarque. Est-ce qu'il serait possible sur ces délibérations d'expliquer de façon un peu plus concrète ce qu'elles peuvent apporter, parce que ce qui a été lu là, c'est la délibération que vous nous avez transmise, mais concrètement, moi, je ne comprends pas très bien ce que ça change, quoi. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire dans les intros quelque chose d'un peu plus accessible? Je rappelle qu'on est élu et pas fonctionnaire territoriaux ou fonctionnaires territoriaux. Je trouve que ces intros sont un peu abscons. Alors, enfin, je ne sais pas si vous avez compris, moi j'ai pas compris. Alors si ça peut le simplifier, on avait plusieurs contrats, Oui. et tout réuni
dans D'accord. un seul, ce qui va nous permettre de renforcer encore le lien que nous avons avec la CAF, D'accord. qui est aujourd'hui déjà le premier partenaire de la collectivité. Et comme toutes les démarches que nous avons avec la caisse d'allocation familiale, c'est le cas d'ailleurs sur le projet social du centre social, il y a toujours un diagnostic sur lequel donc la CAF nous accompagne. Et puis ensuite, un certain nombre d'actions sur lesquelles on prend les engagements et derrière, les financements et les accompagnements techniques qui vont bien de la part de la CAF. Donc jusqu'à présent, on avait différents contrats qui étaient le projet social, qui sont le contrat enfance-jeunesse, etc. Et tout ça est pris globalement pour permettre aussi une plus grande transversalité de l'ensemble des dispositifs pour l'accompagnement de la famille. Donc c'est une bonne nouvelle pour le fonctionnement de la commune. Et une encore meilleure nouvelle, et on l'espère, parce qu'après ça dépend aussi des arbitrages nationaux qui sont faits sur la politique familiale, mais une encore meilleure nouvelle en termes d'accompagnement de ce partenaire important. D'accord, merci. Pour compléter, la partie diagnostic avait lieu jusqu'à la fin de l'année et la phase après action et validation du plan d'action sera établie dans les 6 mois. Voilà. D'accord. Bon, je fais la remarque parce que nos débats sont publics. L'intérêt, c'est que ça intéresse les habitants. Et honnêtement, ce que vous avez lu, c'est pas du tout une critique à vous ni aux gens qui ont rédigé le document parce qu'ils sont obligés de le faire. Mais il faut, me semble-t-il, pour toutes ces délibérations, que tout le monde puisse comprendre de quoi il retourne. Et je pense que l'éclairage du maire a permis de... Moi, j'ai vu qu'effectivement, on rentre un peu dans la Oui. finance et la partie, effectivement, le fait que les CEJ soient aujourd'hui Non, mais parce que c'est des projets qui coûtent cher, qui sont utiles, et donc c'est bon que les gens comprennent exactement ce qu'on fait, quoi. Donc, merci beaucoup. C'est surtout des contrats, parce que c'est pas forcément des projets, c'est surtout des contrats qui nous permettent de récupérer du financement derrière. Et c'est important, mais vous avez raison en fait de signaler parce que on est en plein dedans et il y a des noms de contrats et donc une démarche aussi administrative qui nous est demandée par la caisse d'allocation familiale. Mais par exemple, le fait d'entrer avec le contrat enfance-jeunesse nous a permis de récupérer un certain nombre de financements pour l'accompagnement du service jeunesse. C'est pareil sur le contrat petite enfance, le contrat temps libre, etc. Donc, et c'est vrai que voilà, c'est des contrats sur lesquels, si on n'est pas directement concerné, on a du mal à parfois à voir sur quoi ça se situe, quel service, etc. Donc là, ça va permettre surtout d'avoir une vision globale de la politique famille, quoi. Très bien, merci beaucoup. C'est vrai qu'il s'agissait de contrats qui ne nécessitaient pas d'être votés en conseil municipal. Donc c'était des contrats, là il s'agit d'une convention. Donc voilà, c'est la nouveauté, effectivement. Là, j'avais tellement abordé le sujet dans le détail, quoi. Tout à fait. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui est pour? Parce que c'est une convention... voilà. Alors, pour vérifier, abstention, refus de vote, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, je vais laisser la parole à Émilie Stella et ça concerne le temps scolaire pour les écoles maternelles et élémentaires. Merci. Alors, il y a eu un décret en 2017 qui a permis aux communes qui le souhaitaient de revenir à une organisation scolaire de 4 jours contre 4 jours et demi auparavant, qui a été choisi par Mani suite à une consultation. La commune a donc obtenu une dérogation pour avoir une semaine de 4 jours pour une durée de 3 ans. Ces 3 ans arrivent maintenant à échéance. Donc une nouvelle consultation a eu lieu via les conseils d'école par vote et toutes les écoles souhaitent le maintien de la semaine de 4 jours. Il s'agit donc aujourd'hui de renouveler la dérogation pour 3 ans pour maintenir la semaine scolaire à 4 jours. Merci Émilie. Y a-t-il des questions ou des remarques? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité. Je vous remercie. Y a-t-il des questions sur les décisions municipales?
Donc, nous avons terminé avec l'ordre du jour. La séance est donc close. Je vous remercie et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année si nous ne nous revoyons pas. Merci.